Bonsoir, ils ont vécu sur notre planète, mais bien avant l'humanité, à une époque où le gigantisme semblait sans limite. Ce soir, Science Grand Format vous emmène à la rencontre des 10 plus gros animaux de l'histoire. Vous allez découvrir des prédateurs redoutables qui ont peuplé tous les milieux, depuis les airs jusqu'aux océans. Dans cette longue liste figure un insecte aux ailes extraordinaires, une libellule hors norme dotée de mâchoires puissantes. Vous ne serez pas au bout de vos surprises avec un oiseau que l'on pourrait comparer à un avion. Il possédait une technique de vol très particulière, lui permettant de parcourir des milliers de kilomètres d'une traite. Le plus gros mammifère de tous les temps pesait quant à lui plus de 20 tonnes. Les reptiles ressemblaient à des dragons et des serpents mesuraient 14 mètres de long. Certains prédateurs de notre classement sont particulièrement terrifiants, de véritables machines à tuer, comme le mégalodon, un requin de plus de 100 tonnes. Mais la palme du géant revient à un dinosaure qui possédait un estomac aussi gros qu'un éléphant. Les scientifiques qui étudient ces animaux se sont intéressés à leur environnement pour comprendre ce qui a permis le développement d'un tel gigantisme. Au temps des géants, c'est tout de suite sur France 5 et c'est aussi à partager sur notre site France.tv. Bonne soirée et vive la science en grand format. Avant l'arrivée des hommes, la Terre était le domaine d'animaux gigantesques. Des serpents grands comme des bus. Je suis toujours bouche bée devant cet animal. Des tueurs marins capables d'engloutir un homme. Ses mâchoires auraient pu arracher un morceau de carrosserie. Et des prédateurs géants. C'était un colosse, capable de vous découper en deux d'un coup de patte. Mais quel est le plus gros animal de tous les temps? Grâce aux recherches les plus récentes et à une technologie de pointe, nous allons révéler le classement des 10 plus gros animaux qui ont vécu sur Terre. C'est génial! Analyser les géants de l'histoire espèce par espèce, avec la longueur comme critère ultime, nous commençons cette méga liste. La 10e place est occupée par un animal qu'on ne s'attend pas à voir parmi ces animaux hors normes, un insecte. Bien avant l'époque des dinosaures, un géant ailé régnait sur le ciel. La libellule géante, ou Méganeura, volait à plus de 30 km/h et ses mâchoires pouvaient découper de petits reptiles. On a retrouvé sa trace en 1940 dans le sud des États-Unis. Aujourd'hui, elle est placée sous la protection de Brian Farrell. C'est un trésor de 275 millions d'années. C'est un fossile spectaculaire. La plus grande aile d'insecte jamais découverte. Pour se faire une idée de sa taille, je n'ai qu'à poser à côté une libellule moderne de taille moyenne. Elle est effectivement presque 5 fois plus petite. En voyant son aile, on peut imaginer l'échelle du reste du corps. Méganeura avait 2 paires d'ailes. La plus grande avait une envergure de 75 cm. C'est 6 fois plus que ses descendants actuels. Si la libellule géante vivait aujourd'hui, elle aurait le gabarit d'une buse
et pourrait recouvrir le bras tendu d'un homme d'1,80 m. À partir de fossiles plus petits, mais plus complets, les spécialistes ont compris que son anatomie était étonnamment proche des libellules d'aujourd'hui. Son comportement était sans doute le même. Anthony Leonardo connaît bien le vol des libellules. Il étudie les secrets de l'efficacité de ces prédateurs d'autrefois. Ils avaient 4 ailes pouvant battre indépendamment. Si vous regardez les ailes de près, vous verrez qu'elles sont exceptionnelles. La libellule peut voler vers l'avant, l'arrière ou la tête en bas. Ou encore faire des virages à 180 degrés. Meganeura avait une vue à près de 360 degrés. Des pattes qui pouvaient agripper des proies. Et des mâchoires puissantes. Il avait de grandes mandibules et des pièces buccales pour prendre, découper et déchiqueter ses proies avant de les avaler. Mais comment Meganeura est-il devenu si gros et pourquoi les libellules modernes sont-elles beaucoup plus petites? La réponse se trouve dans leur appareil respiratoire. Les insectes n'ont pas de poumons. Sur le corps de la libellule, on voit des orifices appelés spiracles. Ces petits trous s'ouvrent et se ferment. Ils fonctionnent comme des pompes qui aspirent l'air dans le corps de la libellule avant de l'expulser. Une fois entré par les spiracles, l'air circule dans un système de trachées qui se divise en trachéoles. L'oxygène est directement acheminé vers toutes les cellules de l'organisme. Malheureusement, le ratio entre ces tubulures ramifiées et la masse musculaire est très élevé. Pour être plus grosse, une libellule devrait avoir plus de trachéoles, ce qui prendrait la place des muscles. C'est ce qui limite la taille des espèces actuelles. Pourtant, Meganeura ne connaissait pas ce problème. Il avait assez de masse musculaire pour battre des ailes et s'envoler. Le paléobiologiste John Vandenbroucks pense avoir percé son secret. Il mène des expériences sur les conditions nécessaires à une grande taille. Le facteur décisif serait le taux d'oxygène dans l'air. Autrefois, il y avait beaucoup plus d'oxygène. Aujourd'hui, le taux dans l'atmosphère qui nous entoure est d'environ 21%. Par le passé, il a atteint jusqu'à 31%. Cette différence de 10 points signifie que les animaux d'autrefois respiraient 50% d'oxygène de plus que ceux d'aujourd'hui. Peut-être que cette plus forte teneur en oxygène a permis à ces insectes d'être aussi gros. John Vandenbroucks a confirmé cette intuition en laboratoire en élevant des cafards dans des atmosphères différentes. La première phase de l'expérience s'est faite avec un taux plus bas que celui d'aujourd'hui. Dans ce caisson, nous avons des cafards qui ont grandi avec beaucoup moins d'oxygène que la normale, environ 12%. Et vous pouvez voir la taille de celui-ci. Ce spécimen est plutôt petit. D'autres ont grandi dans les conditions d'autrefois. Les cafards de cette section se sont développés dans un taux d'oxygène d'environ 31%. Et regardez comme celui-ci est gros. Ça n'a rien à voir avec ceux qui ont connu une atmosphère plus pauvre. C'est encore plus visible si on met les deux insectes côte à côte. Le résultat est flagrant. La taille potentielle d'un insecte dépend de l'air qu'il respire. On peut en conclure que plus il y a d'oxygène, plus l'animal a de place à l'intérieur de son corps. Par exemple, pour avoir davantage de muscles. Ça lui permet de devenir un gros prédateur redoutable, comme ceux d'il y a 300 millions d'années. Meganeura devait être un monstre ailé impressionnant. C'était le plus gros insecte de l'histoire. Mais ce n'était rien à côté de l'animal suivant.
y a 27 millions d'années, longtemps après la disparition de Meganeura, le ciel appartenait à un géant à plumes. C'était le roi des airs. Son envergure et sa vitesse étaient inégalées. On l'a redécouvert par hasard aux États-Unis. En 2010, le paléontologue Daniel Křepka retrouve une collection d'ossements oubliés dans la réserve du musée de Charleston. Quand on a ouvert le tiroir et que je les ai vus pour la première fois, je n'en revenais pas. Lorsqu'il examine les os, il comprend que c'est une trouvaille exceptionnelle. Sur son crâne, on voit des mâchoires avec des épines osseuses qui ressemblent aux dents d'un crocodile. Ce n'était pas un reptile, mais une espèce encore inconnue qu'il nomme Pelagornis sandersi. Ce grand os est l'humérus. C'est le premier os de l'aile, l'équivalent du haut du bras sur un squelette humain. Il est plus long que mon bras, donc il faut imaginer une aile immense. Le corps de cet oiseau mesurait plus d'1,80 m. Le plus grand oiseau actuel, l'albatros hurleur, aurait pu tenir sous une seule de ses ailes. Avec son envergure d'environ 7,50 m, Pelagornis était presque aussi large qu'un petit avion de chasse. À l'évidence, cet oiseau avait une morphologie adaptée au vol, mais sa carrure semble être un handicap. Grâce à un examen plus attentif, Daniel Křepka perce son secret. Comme ses descendants actuels, le squelette de cet oiseau était creux et très fin. Le périoste mesure environ 1 mm d'épaisseur, donc ce devait être un animal très léger pour sa taille, et il avait moins de masse à soulever. Malgré son envergure, ce géant pesait moins de 22 kg. Les chercheurs se demandent quelle était sa technique de vol. Cet os est la scapula, l'équivalent de notre omoplate, et on voit qu'il est très petit. C'en est même étonnant. Ça nous montre que cet oiseau ne pouvait pas battre des ailes de manière énergique. S'il ne battait pas des ailes, comment arrivait-il à voler? Mike Habib, expert en biomécanique aérienne, pense avoir trouvé la réponse. Je vais faire du deltaplane pour la première fois. Je suis super content. J'espère que ça m'aidera à comprendre ce que ressentait Pelagornis. La largeur d'un deltaplane équivaut à l'envergure de Pelagornis. C'est un appareil très léger, avec une structure tubulaire creuse et une grande aile rigide. Les principes physiques sont les mêmes. La structure des ailes d'un avion ou d'un deltaplane est très proche de celle d'un oiseau, même si elles ne sont pas faites avec le même matériau. Pour qu'un deltaplane ou Pelagornis décolle, la seule solution est de courir face au vent. J'espère que je vais bien suivre les instructions et qu'on va décoller. J'ai pas envie de me ridiculiser en étant un poids mort. Tu es prêt? Ouais. Très bien. C'est génial! Oh là, ça me donne une idée de ce que ressentait un géant des airs autrefois. C'est un exploit technique. C'est parfait pour prendre de la hauteur. Mais Pelagornis faisait beaucoup mieux. Il y a 27 millions d'années, la nature avait inventé un planeur capable de rester en l'air 4 fois plus longtemps que ce deltaplane. Pelagornis sandersi planait plus loin que tous les animaux ou tous les appareils volants de l'histoire. On est resté une dizaine de minutes en vol, ce qui est assez long. Mais Pelagornis était le champion des vols au long cours. Il devait sans doute planer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'affilée.
C'était essentiel pour ce prédateur marin. Ces pseudodents étaient des os pointus, parfaits pour attraper les poissons. Il y a 27 millions d'années, Pelagornis vivait au large. Il devait parcourir des milliers de kilomètres au-dessus de l'océan, tout naturellement. C'était une prouesse d'ingénierie. Pour le comprendre, il faut étudier la technique du maître actuel des vols océaniques, l'albatros hurleur. Pour naviguer, il utilise les différents courants d'air qui passent au-dessus de la surface. C'est ce qu'on appelle le vol de gradient. Pelagornis devait déjà le pratiquer pour pêcher loin des côtes. Si on regarde juste au-dessus des vagues, on voit que le vent souffle moins fort. Plus on monte, plus il est puissant, surtout au large. Pour le vol de gradient, les oiseaux profitent de ces différences. Cette manœuvre demande une grande maîtrise. Il faut descendre tout près de la surface, puis remonter à la dernière minute. Ça donne à l'oiseau assez d'élan pour prendre de l'altitude et profiter d'un courant plus rapide. En oscillant entre plusieurs masses d'air, Pelagornis pouvait parcourir de longues distances et pêcher au large, en dépensant très peu d'énergie. C'était le plus grand et le plus efficace des oiseaux volants. Il ne craignait personne. Pelagornis est à la limite de ce qui est possible physiquement. Un oiseau plus gros n'aurait pas pu voler. Il mérite bien de figurer dans le classement des 10 plus gros animaux de tous les temps. Imaginez une visite dans un zoo moderne où l'on aurait ressuscité le plus gros mammifère qui ait jamais existé. Un animal de 20 tonnes à la démarche pesante. Il vivait il y a 30 millions d'années et on a retrouvé sa trace en 1911 dans l'actuel Pakistan. Ces fossiles sont conservés à Londres. Le paléontologue Michael Fortelius étudie ces ossements hors du commun, entreposés dans le musée d'histoire naturelle. Doucement. Ce crâne laisse imaginer sa carrure. Sa tête était au bout d'un très long cou. C'était un animal absolument unique. Si on reconstitue le squelette, on se retrouve face à un herbivore ressemblant au croisement d'une girafe et d'un éléphant. Il s'appelle Paraceratherium. Un homme d'1,80 m aurait pu tenir debout entre ses pattes. Il culminait à 7,50 m. Il était presque 2 fois plus grand et 3 fois plus lourd qu'un éléphant d'Afrique, le plus gros mammifère terrestre actuel. Avec près de 8 mètres du museau au bout de la queue, il était aussi long qu'un char de combat. Les scientifiques se sont demandé pourquoi et comment il était si grand. A priori, cela semble improbable. Certains scientifiques pensent qu'il vivait dans des forêts épaisses, mais pour Michael Fortelius, son habitat était plutôt aride. Il y avait des saisons sèches où l'eau et la nourriture manquaient. Pourtant, il était adapté à son milieu. Pour Michael Fortelius, sa dentition le confirme. Quand on regarde ses dents, on comprend pourquoi cet animal était si gros. Ce type d'usure se voit uniquement chez des animaux herbivores. Pour attraper les feuilles, la taille de l'animal était un atout. Il pouvait accéder à la nourriture qui était hors de portée des autres espèces.
Cela explique la taille de Paraceratherium, mais pas son poids. La nature de son environnement serait une piste. Il était massif non pas malgré un habitat désertique, mais à cause de cet habitat. Pour un animal de petite taille, une seule journée sans eau est terrible et potentiellement mortelle. Mais plus un animal est gros, plus il a de réserves pour supporter des conditions difficiles. Il peut se passer de nourriture et d'eau. Je pense que c'est la raison de sa grande taille. Cette théorie ne fait pas l'unanimité, mais une chose est sûre, Paraceratherium n'avait aucun mal à survivre. Il avait besoin de manger tous les jours de grandes quantités de végétation. Pour en trouver assez, il devait parcourir de grandes distances. C'est peut-être l'explication de sa caractéristique physique la plus étonnante, ses pieds. John Hutchinson, expert en biomécanique, a analysé les os de ses pattes pour en faire une modélisation 3D. Il a été frappé par la ressemblance avec les pieds des rhinocéros. Cette espèce, 6 fois plus petite, est le plus proche parent actuel de Paraceratherium. Mais par rapport à sa taille, l'ancêtre du rhinocéros avait beaucoup plus de masse à supporter. La pression qui s'exerce sur les pieds d'un rhinocéros est plus forte que pour un cheval, un homme ou même un éléphant. C'est une espèce qui vit dans des conditions extrêmes de pression plantaire. Et visiblement, ce n'est rien à côté de Paraceratherium. Les pieds des rhinocéros et de leurs lointains ancêtres ont 3 doigts terminés par des ongles qui ressemblent à des sabots. Ils ont aussi des coussinets pour absorber les chocs. Proportionnellement, le pied de Paraceratherium était plus fin que celui du rhinocéros, et donc soumis à plus de pression. Mes calculs suggèrent que les pieds de Paraceratherium supportaient jusqu'à 50% de pression de plus que ceux d'un rhinocéros. C'est le mammifère terrestre le plus lourd que l'on connaisse. Paraceratherium faisait peser plus de pression sur ses pattes qu'un char d'assaut sur ses chenilles. C'est incroyable. Il valait mieux ne pas se trouver sur la route de ce mastodonte de 20 tonnes. En 7e position, voici un monstre capable de se propulser dans les airs. Ces reptiles volants devaient ressembler à des dragons. Il y a 70 millions d'années, à l'époque des dinosaures, le ciel était le royaume des ptérosaures. Leur nom signifie « lézard ailé ». Le paléontologue Gareth Dyke a passé plus de 10 ans sur leurs traces. Les ptérosaures sont intéressants parce qu'ils sont le premier groupe de vertébrés capables de vol actif, bien avant les oiseaux et les chauves-souris. Ces recherches l'ont mené en Roumanie. De nombreux squelettes de dinosaures ont été retrouvés en Transylvanie. Il y a 70 millions d'années, le climat de la région était très différent. Il y avait de grandes îles au milieu d'une mer tropicale, avec une végétation très dense, une faune et une flore abondantes et des températures élevées. On était à l'opposé des conditions actuelles. Ces falaises contiennent un grand nombre de fossiles, dont des vertèbres cervicales de ptérosaures.
Ici, nous avons quelques-uns des os de ptérosaures que nous avons collectés dans la région ces dernières années. Cette vertèbre mesure environ 6 cm. Donc, elle doit venir d'un animal qui avait une envergure d'1 ou 2 mètres, la taille moyenne d'un ptérosaure. En 2008, les collègues de Gareth Dyke ont fait une trouvaille fascinante dans ces falaises. Cette vertèbre cervicale vient de la même partie du cou, mais d'un ptérosaure géant. Elle est courte et compacte, mais énorme par rapport à celle d'un ptérosaure normal qu'on voit ici. On comprend tout de suite que c'était un animal aux proportions gigantesques. Quand les chercheurs ont replacé la vertèbre sur un squelette entier, ils ont compris que c'était l'un des plus grands représentants connus de la famille des ptérosaures. Il ressemble aux espèces géantes trouvées en Amérique du Nord. Hauts de 5 mètres, ces dinosaures étaient presque 3 fois plus grands qu'un homme. Ils auraient pu regarder une girafe dans les yeux. Ses membres antérieurs étaient aussi des ailes immenses qui, une fois déployées, pouvaient faire 11 mètres de large, autant qu'un avion biréacteur. Il avait un bec d'1,50 m idéal pour attraper les proies et une envergure exceptionnelle. Il est évident qu'il volait, mais vu sa taille, les spécialistes se sont toujours demandé comment il décollait. Pelagornis, avec son envergure de 7,50 m, était arrivé à la limite de ce qui était possible sur le plan technique. Un animal plus gros n'aurait pas pu décoller ni voler. Pourtant, le ptérosaure était beaucoup plus grand que lui. Mike Habib, expert en biomécanique, a travaillé sur la question. Il a notamment étudié les ossements d'un ptérosaure géant appelé Quetzalcoatlus. Celui-ci, découvert au Texas, avait la même stature que celui de Transylvanie. Mike Habib s'est concentré sur les ailes de l'animal. Voilà un squelette de Quetzalcoatlus. Regardez la taille des os de l'aile. Là, c'est l'humérus, l'os du haut du bras. Il a fait une analyse approfondie des os. J'ai utilisé un scanner tomodensitométrique pour examiner la structure osseuse et j'ai constaté que la plupart des os des ailes étaient creux. Le périoste ne mesure que 3 mm. Ils sont principalement remplis d'air. Ça rend le squelette très léger, mais l'humérus était renforcé par une structure dense et donc solide, surtout près des clavicules. C'est différent des ailes d'un oiseau. Ces os sont plus solides que ce qui est nécessaire pour voler ou marcher. On s'est donc demandé pourquoi les ptérosaures avaient besoin d'être aussi puissants. Mike Habib a remarqué un détail révélateur. Un grand sillon en surface de l'os. Pour lui, il n'y a qu'une seule explication. Un tendon géant passait dans ce sillon et s'enroulait autour de l'articulation synoviale de l'aile pour aller jusqu'à l'extrémité de l'os. Ce tendon devait faire le même diamètre que mon poignet. En voyant la taille de ce tendon, il a établi une théorie. Les ptérosaures utilisaient les propriétés du tendon pour se catapulter vers le ciel. Les tendons et les muscles qui y étaient attachés avaient une certaine élasticité. Ils peuvent s'étirer et se rétracter d'un coup, comme une arbalète géante. Mike a utilisé le squelette du ptérosaure pour reconstituer cette technique. Pour décoller, un ptérosaure géant comme celui-ci s'accroupissait sur ses pattes arrière et bondissait d'un coup, en basculant sur ses ailes repliées. Puis, il repoussait le sol en utilisant l'énergie emmagasinée et se propulsait aussi haut que possible. De nos jours,
La chauve-souris vampire utilise aussi ce type de décollage vertical propulsif. Mais ce rongeur volant ne pèse qu'une 50aine de grammes. Le même principe peut-il s'appliquer à un dinosaure géant? Mike Habib se rend dans un centre de tir pour une démonstration. J'ai pris une arbalète moderne, qui est un accessoire très instructif pour parler de ces dinosaures. Les ptérosaures géants devaient étirer leurs tendons en se ramassant sur eux-mêmes. La phase d'accroupissement était plus lente que celle de lancement, donc l'énergie s'emmagasinait lentement et se relâchait d'un coup. J'accumule l'énergie progressivement. Vous remarquez que les deux côtés de l'arbalète se contractent. C'est l'énergie qui est emmagasinée dans ces parties flexibles. La tension est très forte. Quand je vais tout relâcher pour envoyer le projectile, ça va aller très vite. Cette arbalète peut emmagasiner tellement d'énergie qu'elle envoie la flèche à 350 km/h. C'était puissant. L'arbalète n'a pas beaucoup de recul parce qu'elle est très bien conçue. Mais on a vu que le projectile partait très vite. Elle n'a aucun mal à envoyer ce projectile léger. Pas mal. Peut-on extrapoler ce résultat à un ptérosaure de 250 kg? En accumulant de l'énergie dans leurs tendons, les grands ptérosaures devaient décoller comme une fusée. Ils propulsaient leur corps en moins d'une demi-seconde. Mike Habib a calculé que les ptérosaures avaient besoin de bondir à seulement 1,80 m du sol. Ainsi, ils avaient assez de latitude pour déployer leurs ailes et commencer à voler. Une fois en altitude, ils se laissaient planer. Ces géants étaient les plus gros volatiles de l'histoire, mais ils n'auraient pas fait le poids face au suivant de la liste. Un serpent d'une taille inimaginable. Voici l'histoire d'un monstre qui vivait il y a 60 millions d'années et semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Tout a commencé en 2004, dans le nord de la Colombie. Une forêt fossilisée a été mise au jour lors de travaux miniers. Elle est tout juste postérieure à l'extinction des dinosaures. Avec d'autres chercheurs, le paléontologue Jonathan Block a exploré le site. Voilà ce qu'on a retrouvé. On reconnaît une vertèbre. Quand on l'a découverte, on a d'abord cru qu'elle venait d'un crocodile. Après un examen plus approfondi, le scientifique a identifié son propriétaire. Il s'agit de Titanoboa. Voilà la plus grande vertèbre de la colonne d'un anaconda de 5,20 m, le plus grand serpent actuel. Il suffit de mettre cette vertèbre à côté de celle de Titanoboa pour imaginer sa taille. Cette comparaison est vraiment frappante. Je n'en reviens toujours pas. En s'inspirant des serpents géants d'aujourd'hui, l'équipe de Jonathan Block a assemblé les fragments retrouvés sur le site pour reconstituer le squelette de leur ancêtre. Elle a fait appel à Jason Head, expert en serpents fossiles, pour confirmer ses conclusions. Les chiffres auxquels on arrivait étaient tellement incroyables, en matière de poids, de longueur et de largeur, que je me suis dit qu'on s'était forcément trompé dans nos calculs. Titanoboa mesurait 80 cm de diamètre et pesait environ 1 tonne. Il était 4 fois plus lourd que les plus gros serpents de notre époque.
Avec ses 14 mètres, il était aussi long qu'un quart de ramassage scolaire américain. On a une mâchoire inférieure de cette taille. C'est 4 fois celle du python géant actuel. Théoriquement, un homme aurait pu tenir debout dans la gueule grande ouverte de Titanoboa. Exactement. À cause de sa taille, il lui était sans doute impossible de vivre sur la terre ferme. Il était tellement gros qu'il devait avoir du mal à bouger. Ce genre d'animal devait passer la plupart de son temps, voire tout son temps, dans l'eau. Et dans l'eau, il ne manquait pas de proie. Dans son écosystème, Titanoboa côtoyait des crocodiliens géants, des tortues et des poissons gigantesques. Et il n'en faisait sans doute qu'une bouchée. Il s'est éteint il y a 60 millions d'années. Pour l'imaginer, les scientifiques s'inspirent des serpents actuels. Le plus long est le python réticulé. Voici son plus proche parent vivant. Son anatomie est très proche. En observant le python, on peut déduire le comportement de Titanoboa. La constriction, l'embuscade et la prédation. Dans le cas des anacondas, dans un environnement aquatique... Comme on le voit ici, un python se contracte instinctivement. C'est mieux. Ce n'est pas une attaque, mais une réaction normale. Il est de bonne humeur? Rien ne résiste à un python en chasse. Quand les boas et les pythons s'enroulent autour de leur proie, ils exercent tellement de pression sur la circulation sanguine que cela provoque une crise cardiaque. Le cœur s'arrête, tellement ils serrent fort. Les serpents les plus puissants peuvent exercer une pression d'1 bar 72. Si l'on extrapole à la taille de Titanoboa, on obtient un prédateur capable de broyer un rhinocéros. Rhys Jones, expert en serpents, a voulu savoir ce que ça pouvait donner concrètement. On a organisé une expérience qui nous permettra de visualiser exactement le type de force nécessaire pour neutraliser une grosse proie. De ce côté, on a un camion qui sera notre point d'ancrage. Ensuite, cette grosse sangle jaune représente notre serpent. Elle est enroulée 2 fois autour d'un baril de pétrole qui est censé être notre proie. Il est plein d'eau et scellé hermétiquement. Il va falloir beaucoup de pression pour l'écraser, donc il faut de la puissance. Ce sera le rôle d'un tracteur de 7 tonnes avec un moteur de 190 chevaux. Un baril métallique fermé oppose une grande résistance. Quand le tracteur commence à tirer sur la sangle, la pression dépasse 1 bar 72, le record des serpents actuels. Comme Titanoboa avait une masse musculaire 4 fois plus puissante, on estime qu'il pouvait atteindre 7 bar 58. Ça reviendrait à avoir un camion de 8 tonnes posé sur la poitrine. Regardez, le baril est écrasé comme un jouet. C'est incroyable. Je crois que notre faux serpent a réussi le test. Il a suffi de 3 bar 79 pour venir à bout du baril en métal. Et ce n'est que la moitié de la force de pression de Titanoboa. Aucun être vivant ne pouvait faire le poids. Regardez l'état du baril. Vous vous imaginez soumis à ce type de pression? Vous ne tiendriez pas 2 secondes. La force de constriction de Titanoboa en a fait le plus grand super-prédateur de la planète pendant 10 millions d'années. Mais le prédateur suivant est encore plus gros et d'autant plus terrifiant. Ce monstre ressemble à un croisement entre une tortue géante et un méga crocodile.
Il imposait sa loi dans les océans il y a 100 millions d'années. Mais quel était le secret de son succès? En 2003, des fossiles exceptionnels ont été trouvés sur la côte sud du Royaume-Uni. Le littoral du Dorset est une mine d'or pour les paléontologues. Kevin Sheehan y cherche des fossiles depuis le début des années 70. J'ai vu 3 fragments de ce que j'ai pris pour du bois fossilisé. J'étais ravi parce qu'il y avait forcément autre chose autour. C'est là que je suis tombé sur un morceau d'os planté dans la falaise, comme une météorite qui serait tombée du ciel. Effectivement, des dizaines de fragments fossilisés étaient incrustés dans la paroi. Kevin Sheehan les a assemblés et a été stupéfait. C'était le premier crâne complet d'un pliosaure. Le paléontologue Richard Forrest connaît bien ces monstres. C'était une gigantesque machine à tuer. Pliosaurus était un grand prédateur. Il était au sommet de la pyramide. Il était grand, puissant et agressif, et dévastait tout sur son passage. C'était une terreur. Pliosaurus, le plus grand de la famille, avait des nageoires de 2,75 m, la taille d'un basketteur en pleine extension. Il mesurait près de 14 mètres, soit plus qu'un patrouilleur de la marine. Son poids équivalait à 44 petites voitures. Aujourd'hui, la morsure la plus puissante est celle du crocodile marin, avec une force d'1,8 tonne. Pliosaurus faisait presque 10 fois mieux. Il avait de grandes dents sur le devant pour attraper ses proies et les maintenir en place. Plus loin dans la mâchoire, on voit un autre type de dents conçues pour les déchiqueter. Et puis il y a celle du fond, inclinée vers l'arrière pour que la proie ne puisse pas ressortir une fois dans la gueule. La taille de Pliosaurus l'empêchait d'attaquer par surprise parce qu'il était trop voyant. Mais il pouvait compter sur ses 4 immenses nageoires pour fondre sur ses proies. Un animal moderne possède le même type de membres, même s'il est beaucoup moins effrayant. Les pingouins et les manchots sont maladroits sur la terre ferme, mais sont des champions de natation avec une vitesse de plus de 30 km/h sous l'eau. Flavio Noca, expert en biomécanique, étudie leur technique. Il les filme à l'aide d'une caméra à grande vitesse. Cette caméra peut prendre jusqu'à 12 000 images par seconde. Le comportement des nageoires peut être observé avec une grande précision. On voit que les pingouins ne nagent pas sous l'eau, ils volent. Ils utilisent leurs ailes comme des nageoires et grâce à un mouvement de torsion, ils se propulsent vers l'avant aussi bien en descendant qu'en remontant, ce que la plupart des oiseaux ne peuvent pas faire. Pliosaurus avait l'avantage d'avoir 4 nageoires gigantesques. C'était l'un des plus gros prédateurs de l'océan, mais aussi l'un des plus rapides. Luke Muscut, ingénieur en aérospatial, travaille sur leur mode de déplacement. Après avoir fait des radios des fossiles, il a recréé 2 nageoires de pliosaures. Les pliosaures étaient d'excellents nageurs. Leur but était de pourchasser leur proie. Le plus important était la vitesse. Ils avaient besoin d'une bonne poussée et d'une forte accélération. Luke Muscut a suspendu les nageoires dans un bassin pour déterminer comment celles de l'avant et celles de l'arrière travaillaient ensemble pour être plus efficaces.
Il a ajouté des colorants bleus et rouges pour visualiser les déplacements de l'eau provoqués par chaque nageoire dont les mouvements sont différents. Il enregistre ensuite la propulsion ainsi générée. Certaines actions ont un effet inattendu sur la nageoire arrière. Les premiers résultats suggèrent qu'elle produit environ 50% de poussée en plus que si elle opérait toute seule. Comme les deux nageoires arrière du pliosaure fonctionnaient dans le sillage de celles de l'avant, et donc plus facilement, il pouvait générer 2,5 fois plus de poussée que s'il n'avait eu qu'une seule paire de nageoires. Voilà comment un animal de cette taille pouvait accélérer brutalement et fondre sur sa proie. Pliosaurus était un poids lourd de l'océan, mais il n'est que le 5e du classement. Jusqu'à présent, nous avons vu Meganeura, le plus gros insecte, Pelagornis, le plus gros oiseau volant, Paraceratherium, le plus gros mammifère terrestre, le ptérosaure géant, le plus gros volatile, Titanoboa, le plus gros serpent, et Pliosaurus, le plus grand reptile marin prédateur. Le suivant est un monstre d'étrangeté. Depuis peu, on connaît mieux cette espèce surprenante. C'était un dinosaure avec des dents impressionnantes, des griffes immenses. C'était un colosse capable de vous découper en deux, d'un coup de patte. Et une voile dorsale. Ses épines étaient plus grandes qu'un homme. Régulièrement, on tombe sur des dinosaures vraiment étranges. Pour moi, celui-là décroche la palme du bizarre. En 2013, le paléontologue Nizar Ibrahim était en expédition dans le Sahara marocain. En voyant ces ossements, il a immédiatement su qu'ils étaient exceptionnels. Ils appartiennent à Spinosaurus, un lézard épineux qui vivait il y a 100 millions d'années. Tout est hors norme chez lui. Quand on est nez à nez avec lui, on réalise que c'était un prédateur gigantesque. Avec sa voile épineuse de 2 mètres, il faisait plus de 2 fois la taille d'un être humain. Long d'une quinzaine de mètres du museau à la pointe de la queue, il dépasse de 3 mètres le tyrannosaure. Il est aussi long qu'un camion de pompiers. Ses 22 tonnes faisaient de lui le plus gros prédateur terrestre. Spinosaurus n'était pas le seul dinosaure dangereux des environs. À l'époque, à la place de ce désert, se trouvait un immense système fluvial peuplé de carnivores géants. Je l'appelle le fleuve des géants, parce qu'on y croisait des poissons et des reptiles volants immenses, ainsi que des dinosaures prédateurs gros comme des tyrannosaures. Ça a sans doute été l'endroit le plus dangereux de la planète. Le coin grouillait de prédateurs, au point qu'on se demande ce qu'ils mangeaient. Où étaient les herbivores, leur proie habituelle? Les scientifiques se sont interrogés sur ce mystère. Avec si peu d'herbivores dans les parages, comment Spinosaurus pouvait-il survivre? En examinant les ossements, Nizar Ibrahim et son équipe ont identifié des traits physiques qui le démarquent des autres dinosaures. Cet animal ne ressemblait pas aux tyrannosaures et aux autres dinosaures prédateurs. On s'est retrouvé face à un extraterrestre. Sa dentition avait une forme inhabituelle. Spinosaurus capturait des animaux et les immobilisait dans ses immenses mâchoires avec ses grandes dents coniques, parfaites pour immobiliser les proies glissantes.
Ses mâchoires allongées mesuraient plus d'1,50 m. Ses membres antérieurs étaient plus longs que ceux des autres prédateurs. On le représente souvent comme un bipède. Mais Nizar Ibrahim pense qu'il marchait aussi parfois sur ses pattes avant. Les pieds de ses pattes arrière ont également intrigué le scientifique. Les pieds de Spinosaurus sont très étranges. Normalement, un dinosaure prédateur a des griffes recourbées pour saisir ses proies et les plaquer au sol. Ceux de Spinosaurus sont presque plats et très larges. On dirait des nageoires et selon moi, ils devaient être palmés, comme ceux des crocodiles et de nombreux oiseaux. Il servait plus à nager qu'à courir sur la terre ferme. Tous les indices concordent. Cet animal devait chasser dans l'eau. Ce dinosaure faisait quelque chose qu'aucun autre prédateur ne savait faire. C'était un monstre d'eau douce. C'est une découverte importante. Spinosaurus aurait donc mangé des poissons, ce qui lui donnait l'avantage sur les autres prédateurs de son temps. Mais comment chassait-il dans l'eau ? Un animal de sa taille a besoin de beaucoup de proies. Était-il assez agile pour être efficace? Pour le savoir, l'équipe a scanné ses os. La tomodensitométrie permet aux scientifiques de les explorer en 3D. Le crâne d'un autre Spinosaurus a livré des informations intéressantes. Voilà le bout d'un museau de Spinosaurus. Quand on regarde la surface, on voit de petits orifices très surprenants. Le scanner a révélé la présence, à l'intérieur du crâne, de nombreux canaux reliant ces orifices au cerveau. On a tout un réseau interne. Ces canaux servent forcément à quelque chose. Ils ont sans doute un rôle sensoriel. Ils évoquent une famille de prédateurs modernes bien connus. Les crocodiliens. Les crocodiles et les alligators ont des orifices semblables, appelés foramen, sur le museau. Ils ont longtemps intrigué les scientifiques. La neurobiologiste Daphne Soares travaille sur leur fonction. Comme vous le voyez, ces animaux sont parfaitement adaptés au milieu aquatique. Elle a conçu une expérience pour en savoir plus. Après avoir bouché leur foramen, elle a placé de jeunes alligators dans un bassin plongé dans le noir. J'ai mis les animaux dans l'obscurité, donc ils ne voient rien. Et j'ai couvert leurs oreilles, donc ils n'entendent rien. Pour reproduire les mouvements de petites proies tombant dans l'eau, la scientifique prend un compte-gouttes. J'utilise des gouttes d'eau parce qu'elles sont inodores. Quand tout leur sens était neutralisé, les alligators n'ont pas réagi. Ensuite, Daphne Soares a libéré leur foramen et répété le test. L'expérience a montré que ces orifices dans le museau des alligators cachaient des capteurs de pression capables de sentir les moindres mouvements de l'eau. C'est ainsi que ces reptiles ont un temps de réaction d'1 500e de seconde. Les trous dans le crâne de Spinosaurus abritaient sans doute ce type d'organe. C'était un super sens qui a permis à Spinosaurus de devenir le prédateur suprême. On peut imaginer Spinosaurus plongeant ses grandes mâchoires dans l'eau pour capturer ses proies en détectant leurs moindres mouvements. Ses organes sensoriels et la capacité de chasser sur la terre ferme et dans l'eau étaient les atouts secrets de Spinosaurus pour être le plus grand prédateur terrestre de l'histoire. Le troisième de la liste est le plus grand superprédateur de tous les temps. Il y
y a entre 16 et 3 millions d'années, l'océan était le terrain de chasse du plus grand requin de l'histoire des vertébrés, le mégalodon. Son nom signifie « grande dent », et ce n'est pas un hasard. Aucun animal n'était à l'abri du mégalodon. S'il pouvait l'attraper, il le tuait. Ce géant reste en grande partie mystérieux. Des indices ont fait surface en Amérique centrale au cours de travaux d'excavation. Une mine de ciment a été creusée dans ce qui était autrefois un littoral. Il y a 10 millions d'années, toute cette zone était immergée. Nous le savons grâce au type de fossiles qu'on retrouve. Il y a par exemple beaucoup de coquillages qui sont typiques des mers peu profondes. En plus des coquillages, la paléobiologiste Catalina Pimiento a identifié des dents de mégalodon. Et elles ne ressemblaient pas à celles qu'on connaissait. Les dents de mégalodon retrouvées ici sont très petites, comparées à celles qu'on a dans d'autres régions. On est sûr qu'elles viennent de mégalodons parce qu'elles ont une forme caractéristique. Elles sont triangulaires, très symétriques et surtout avec des dentelures sur les arêtes. Il n'y avait qu'une seule explication. La plupart d'entre eux étaient des bébés et des jeunes. C'était donc une ère de reproduction de mégalodons. C'est la première fois qu'on localise une pouponnière de mégalodon. Bien qu'ils n'aient pas encore leur taille adulte, ces mégalodons étaient déjà impressionnants. Pour le comprendre, il suffit de comparer leurs dents avec celles d'une espèce moderne bien connue. Voilà une dent de bébé mégalodon et celle d'un grand requin blanc adulte. On voit que celle du bébé fait la même taille que celle de l'adulte. Dès sa naissance, le mégalodon mesurait déjà 2 mètres. Il était immense. Souvent, pour les travaux sur les requins, les chercheurs ne disposent que de leurs dents. C'est encore plus vrai pour une espèce aussi ancienne que le mégalodon. On ne retrouve pas de squelette de mégalodon parce que, comme tous les requins, ils étaient composés de cartilage. Après leur mort, ils se sont désintégrés et on ne retrouve que leurs dents. On les utilise pour reconstituer les mâchoires que devaient avoir les mégalodons. On peut en déduire qu'à l'âge adulte, le mégalodon était gigantesque. Une fois ouverte, sa cavité buccale faisait plus de 2 mètres de haut, de quoi engloutir facilement un être humain. Il pesait près de 50 tonnes, soit 50 fois plus qu'un grand requin blanc. Avec plus de 18 mètres, il était aussi long qu'un semi-remorque. Il avait jusqu'à 250 dents sur plusieurs rangées, avec des bords dentelés. Ces dents étaient très dangereuses. Comme cet animal avait des muscles maxillaires très puissants, quand il refermait les mâchoires, il pouvait déchiqueter n'importe quel animal vivant à l'époque. On a même la preuve des dégâts qu'il pouvait causer. On sait, d'après la taille et la forme de cet os, que c'est la vertèbre caudale d'un dauphin, juste avant la nageoire. Il y a des sillons profonds de chaque côté. La seule explication pour la présence de ces traces sur ce fossile, c'est qu'il a été mordu violemment par un mégalodon. Si on prend une dent de mégalodon et qu'on imagine que la mâchoire supérieure se referme, la vertèbre se retrouve coincée entre 2 dents. Ça entaille l'os avec une telle violence que la queue a dû être tranchée nette. Les scientifiques ont voulu calculer la puissance exacte de cette morsure. Dan Hubert, expert en biomécanique, a commencé par scanner le crâne d'un grand requin blanc.
À partir du scanner tomodensitométrique du grand requin blanc, on a fait une modélisation informatique. Ici, les mâchoires inférieures et supérieures, auxquelles on ajoute des muscles virtuels pour faire des simulations et comprendre avec quelle force ils pouvaient mordre. Ensuite, on peut extrapoler en fonction de la taille du mégalodon. Si on applique les chiffres obtenus à la taille maximale connue du mégalodon, on obtient une force de morsure postérieure d'environ 18,5 tonnes. D'après cette estimation, la morsure du mégalodon aurait été presque 10 fois supérieure à celle du grand requin blanc, évaluée à 2 tonnes par centimètre carré. Mais que représente exactement une pression de près de 20 tonnes? Dan Hubert poursuit l'enquête sur le terrain. Il est assisté par une brigade de pompiers. L'équipe va tester un outil conçu pour désincarcérer les victimes prisonnières de voitures accidentées. Ce sont des pinces hydrauliques très puissantes. Elles sont légères et facilement transportables. Elles vont pouvoir générer une force de 18,5 tonnes sur une carrosserie? Tout à fait. On va découper le coin, elles ne devraient avoir aucun mal à ouvrir une voiture. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on imagine chez un requin comme le mégalodon. Voyons de quoi cet outil est capable. Allons-y. On teste d'abord les pinces sur un os de bovin. C'est ce qui se rapproche le plus des proies du mégalodon. Allons-y. Elle l'a coupé en deux sans aucun problème. Ensuite, on passe à une carrosserie. Ces pinces hydrauliques déploient le même type de force qu'une morsure de mégalodon, mais bien plus lentement. L'animal aurait donc pu déchiqueter une voiture en une fraction de seconde. On a la preuve que le mégalodon pouvait mordre toutes sortes de proies, comme les cétacés ou les tortues de l'époque. Il aurait même pu croquer cette voiture. Le mégalodon était le plus gros prédateur qui ait jamais existé. Sa morsure était la plus puissante de tous les animaux de l'histoire de cette planète. Tous les super prédateurs font pâle figure à côté de lui. Il mesurait 4 mètres de plus que Titanoboa. Était 2 fois plus gros que Pliosaurus. Et beaucoup plus grand que Spinosaurus. Pourtant, même si le mégalodon n'avait aucun rival dans le monde des prédateurs, il cohabitait avec une créature encore plus grosse, bien qu'inoffensive. C'est le plus gros animal de l'histoire. Et il vit toujours. Les baleines bleues hantent les profondeurs océaniques depuis 25 millions d'années. Tous les étés, on les voit passer au large de Los Angeles. Pour Harry Friedlaender, écologue, c'est l'occasion rêvée de les étudier. Quand on s'approche, on se fait une meilleure idée de la taille. Et on se sent vraiment tout petit, dans un bateau minuscule, à côté de ces baleines gigantesques. C'est vraiment impressionnant. Elles sont immenses. Les chiffres sont tout aussi impressionnants. 90 êtres humains pourraient tenir uniquement dans la queue d'une baleine bleue. Avec ses 200 tonnes, elle est 30 fois plus lourde qu'un éléphant d'Afrique. Ces 30 mètres de long peuvent rivaliser avec un avion de ligne. L'anatomie de ces cétacés passionne les scientifiques. Pour pouvoir les examiner, ils doivent attendre que l'une d'elles échoue sur une plage. On est dans la cage thoracique d'une baleine bleue, et de chaque côté, il devrait y avoir les poumons, ainsi que le cœur et l'estomac. Son cœur de 600 kg
alimentait 1,5 million de kilomètres de vaisseaux sanguins. Sa caractéristique la plus étonnante est sa gueule. La baleine bleue l'ouvre en grand pour engloutir des bancs entiers de krill. La taille de ses proies est inversement proportionnelle à la sienne. C'est incroyable de se dire que le plus gros animal de l'histoire se nourrit de crustacés minuscules. Mais une baleine bleue ne se dit pas « Tiens, un krill, je vais le manger ». Elle se jette sur des essaims très denses. La baleine ne se nourrit pas d'un seul petit crustacé. Elle en avale des dizaines de milliers. L'œsophage de la baleine bleue ne fait qu'une dizaine de centimètres de diamètre et ne laisse passer que les petites proies. Pourtant, sa cavité buccale peut engloutir 200 tonnes d'eau à chaque fois. Pour se représenter le volume d'eau qu'elle peut contenir, le mieux est d'observer un avion bombardier. Ce tri-réacteur a été modifié pour lutter contre les incendies de forêt. La cabine réservée au siège des passagers a été remplacée par un immense réservoir d'eau. C'est le plus grand bombardier d'eau pour les missions aériennes anti-incendie. Il a une contenance de 44 000 litres. C'est 4 à 10 fois plus que les autres bombardiers d'eau utilisés par les pompiers. En un seul passage, il peut arroser une bande de 1000 mètres de long. La baleine bleue engloutit 4 fois plus d'eau à chaque fois qu'elle ouvre la gueule. Nous sommes très fiers de cet appareil, mais si la baleine bleue savait voler, on l'engagerait, parce qu'elle fait 4 fois mieux. Lorsqu'elle remplit sa gueule, la baleine bleue double son poids. Et c'est le début d'une opération complexe bien rodée. L'eau qui s'engouffre pousse sa langue de plusieurs tonnes vers l'arrière. La langue s'étale sur le plancher de sa cavité buccale, qui devient une immense poche d'eau et de krill. Ensuite, la gueule se referme et la baleine pousse sa langue vers l'avant comme un piston. L'eau est alors filtrée à travers ses 300 fanons et il ne reste que le krill. Cette manœuvre exige énormément d'énergie. En une seule journée, une baleine bleue brûle ainsi jusqu'à 3 millions de calories. Elle a donc forcément besoin d'une technique de pêche particulièrement efficace. Comme elle se nourrit dans les profondeurs, les chances de pouvoir la filmer sont rares. Harry Friedlaender a décidé d'utiliser une balise pour suivre ses déplacements. Elle contient une caméra et des détecteurs de mouvement. Première étape, la fixer sur un cétacé de 200 tonnes. On est toujours nerveux quand on s'approche d'une baleine bleue. C'est un animal sauvage et on ne peut pas prévoir ses réactions. Harry se met en position. Mission accomplie. Maintenant, Harry peut la suivre depuis son ordinateur. Sa trajectoire est modélisée en 3 dimensions. C'est incroyable. Jusqu'à présent, on pensait qu'elle se contentait de plonger dans l'eau, la gueule grande ouverte en ligne droite. Mais on voit qu'elle descend très bas avant de se mettre sur le dos pour remonter. On ne savait pas qu'un animal aussi gros pouvait faire ce type de manœuvre acrobatique. Les images montrent que la baleine se retourne juste avant d'engloutir le krill. C'est cette technique qui lui permet d'être aussi grosse. Une baleine a les yeux sur les côtés de la tête. Donc, elle n'a pas de vision binoculaire, comme nous, qui pouvons voir ce qui se passe devant nous.
Pour récupérer ses proies, elle doit tourner sur elle-même. Comme ça, elle optimise la quantité de krill qu'elle mange tout en économisant son énergie. La baleine bleue n'est pas un géant lourd et maladroit qui fonce directement sur ses proies. Malgré sa taille, elle nage avec grâce et agilité. Jusqu'à présent, dans le classement des 10 plus gros animaux du monde, nous avons vu une libellule géante, un oiseau géant, un mammifère géant, un ptérosaure géant, un serpent géant, un reptile géant, un dinosaure géant, un requin géant, et une baleine géante. La baleine bleue est presque le plus gros animal de tous les temps. Mais il y en a eu un qui était encore plus grand qu'elle. Il remporte le titre suprême. Mars 2015, Patagonie, dans le sud de l'Argentine. Une équipe de paléontologues est sur le pied de guerre. Lucio Iribicu attend ce moment depuis des mois. Enfin, le dinosaure arrive au musée. Il est à la maison. Un camion apporte des ossements exceptionnels. C'est parfait. Je suis très heureux. Maintenant, on a tout. Après 5 ans passés aux États-Unis pour des analyses scientifiques, ils rentrent chez eux. Dans une 50aine de caisses, il y a les restes d'un seul spécimen. Et malgré leur taille, ces os ne sont qu'une référence permettant d'imaginer une espèce encore plus gigantesque. Cette aventure a commencé en 2005 pendant une expédition scientifique. Lucio Iribicu et d'autres paléontologues explorait une région isolée de Patagonie, surnommée les Mauvaises Terres. Il y a 75 millions d'années, cette région était très différente. Elle était plus chaude, plus verte, humide, avec beaucoup de végétation et plusieurs cours d'eau. Aujourd'hui, les forêts ont été remplacées par le désert, mais les rochers révèlent qu'autrefois, l'habitat était idéal pour les dinosaures. Un jour, l'un des paléontologues a remarqué un os dépassant du sol. La première chose qu'on a vue, c'était le milieu du fémur. On a commencé à creuser tout autour, et puis on a continué, ça n'en finissait pas. Là, on s'est dit, c'est un fémur, mais il est énorme. Vous vous retrouvez devant cet objet et vous réalisez que personne ne l'a vu avant vous. Vous êtes le premier humain de l'histoire à savoir qu'il existe. C'était un fémur d'1,80 m. Donc, voilà le fémur, l'os de la jambe. Il est plus grand que moi, et c'est un seul os. C'est fou. Des os plus gros ont déjà été découverts, mais cette trouvaille était exceptionnelle car il s'agissait d'un squelette complet. Il a fallu plusieurs expéditions pour le mettre au jour. Après 3 saisons de fouilles, on avait 145 ossements. Ils étaient dans un état exceptionnel.
Ce dinosaure était très bien préservé. Un grand nombre de ses os étaient encore dans la même position qu'au moment de sa mort. L'équipe se retrouvait donc en possession d'une véritable capsule temporelle capable de révolutionner notre compréhension des dinosaures géants. Le paléontologue Kenneth Lacovara a transféré les fossiles dans son laboratoire de Philadelphie. Les os ont été nettoyés, scannés en 3D et examinés. Les scientifiques ont pu en déduire l'anatomie et le mode de vie de cette créature extraordinaire. Ses proportions étaient clairement hors normes. On est à une échelle qui défie l'imagination. Cet animal faisait 26 mètres de long, de la tête à la queue, et 8 mètres de haut à l'encolure. Ce dinosaure d'une nouvelle espèce appartient à un groupe d'herbivores appelé titanosaures. Kenneth Lacovara l'a baptisé Dreadnoughtus, c'est-à-dire qui n'a peur de rien. Les Dreadnoughtus n'avaient rien à craindre en termes de prédation. C'étaient des animaux massifs, agressifs, agiles et puissants, qui imposaient le respect. Ces ossements, qui constituent une mine d'informations pour les scientifiques, leur réservent aussi des surprises. En étudiant l'intérieur des os, Kenneth Lacovara a déterminé l'âge de ce Dreadnoughtus au moment de sa mort. Vous voyez ces grandes cellules osseuses ovales? Elles montrent que l'os n'était plus en phase de croissance. Si on se déplace vers la surface de l'os, on remarque une différence de structure. C'est le signe d'une croissance osseuse rapide. Cela signifie que malgré sa taille, ce dinosaure n'était pas un adulte. Nous savons qu'il grandissait encore quand il est mort. Il pesait déjà 65 tonnes, mais n'avait pas terminé sa croissance. Il y a donc des Dreadnoughtus encore plus gros. On ne sait pas quelle était sa taille maximale. Et on a trouvé un autre indice. Le titanosaure n'était pas comme les autres géants, le mégalodon ou la baleine bleue par exemple. Il n'était pas immense dès la naissance. Le paléontologue Gerald Grenatiner a trouvé la dernière pièce du puzzle. Il a enquêté sur un site du nord de l'Argentine où le paysage était autrefois volcanique. Nous sommes au sommet d'une formation géothermique. À l'époque des dinosaures, cette région était un point chaud géologique avec des sources chaudes et des cheminées géothermales. Les titanosaures venaient pondre dans cette région. Ici, on a une couvée d'environ 25 œufs de titanosaures. Celui-ci est sans doute le plus gros, et il doit faire une vingtaine de centimètres de diamètre. Alors que les titanosaures étaient immenses, leurs œufs étaient à peine plus gros que ceux des autruches. Certaines particularités ont intrigué les scientifiques. La coquille de celui-ci est très épaisse. Elle doit faire 7 mm. Elle était presque impossible à casser. Un petit n'arriverait pas à en sortir. Le paléontologue pense que dans un premier temps, les œufs étaient très solides pour protéger les embryons des substances chimiques dégagées par l'activité géothermique. Ensuite, ce sont elles qui leur permettaient d'éclore. Les composants chimiques érodaient l'extérieur des coquilles. Et à la fin, elles ne faisaient plus qu'1,2 ou 1,3 mm d'épaisseur. Et les petits pouvaient enfin les casser. Le site était idéal pour l'incubation des œufs. La chaleur était constante.
Mais les jeunes titanosaures avaient un problème de taille. À la naissance, ils étaient très vulnérables car ils ne pesaient que quelques kilos. Vous avez intérêt à grandir quand vous êtes au menu des autres animaux. Donc ils se développaient le plus vite possible pour ne plus avoir à craindre les prédateurs. Et pour avoir un fémur d'1,80 m, il faut un rythme de croissance très soutenu. Les bébés titanosaures avaient une poussée de croissance dès la naissance et continuaient sur leur lancée. Ils grandissaient le plus vite possible. Les scientifiques ont désormais toutes les cartes en main pour faire un portrait plus précis de ce monstre. À partir des scanners des ossements, Kenneth Lacovara a fait une modélisation 3D de Dreadnoughtus. Comme le squelette était presque complet, la reconstitution est plus précise que pour les autres titanosaures. Dans un deuxième temps, on a utilisé cette modélisation pour extrapoler ses proportions à une autre échelle, celle d'Argentinosaurus, le plus gros titanosaure jamais trouvé. Comme on a très peu de traces d'Argentinosaurus, c'est la meilleure solution pour reconstituer son anatomie par déduction. Les chiffres obtenus sont impressionnants. Pour se faire une idée de la taille maximale de ce dinosaure, le mieux est sans doute de le visualiser concrètement. On va commencer par la queue. Lucio Ibericou reprend donc les mesures d'Argentinosaurus. À elle seule, sa queue mesurait 14 mètres, comme Titanoboa. Là, c'est la queue. Si on ajoute le corps, on va jusqu'à 21 mètres, plus que le mégalodon. On a la queue et le corps, maintenant le cou. Le cou et la tête font 18 mètres, soit un total d'environ 40 mètres. Plus que la baleine bleue et Paraceratherium réunis. Il est temps de rencontrer Argentinosaurus, le plus gros animal du monde. De la queue à l'avant de la tête, il devait mesurer 40 mètres. Il culminait à plus de 9 mètres, sans même avoir besoin de lever la tête au bout de son long cou. Debout entre ses pattes, un homme d'1,80 m n'aurait même pas atteint l'articulation de ses genoux. Avec ses 90 tonnes, il pesait autant que 11 tyrannosaures. Il était aussi long que la navette spatiale Orbiter. Les titanosaures étaient des versions géantes des sauropodes, comme les diplodocus. Leur estomac devait être aussi gros qu'un éléphant, et une seule de leurs pattes aurait pu écraser une vingtaine d'hommes. Quel était le secret de leur gigantisme? La réponse semble se trouver dans la seule partie de leur corps qui n'était pas hors norme. La tête. La tête d'un titanosaure, comme Dreadnoughtus, n'était pas plus grande que celle d'un cheval.
Cela s'explique par le fait qu'il avalait sa nourriture sans la mastiquer. Son crâne était un aspirateur à végétaux. Il ne pouvait pas mastiquer. En engloutissant les plantes sans les broyer, les plus gros pouvaient manger environ 2 tonnes de feuilles par jour. Pour les mastiquer, il leur aurait fallu 48 heures. Dreadnoughtus pouvait rester au même endroit sans déplacer son corps massif et passer 1 heure à consommer des dizaines de milliers de calories. Quand il avait fini, il marchait un peu plus loin et passait encore 1 heure à faire une razzia sur un coin de végétation. En dépensant très peu d'énergie, il engloutissait d'immenses quantités de nourriture. Grâce à cette stratégie alimentaire très simple, les titanosaures étaient particulièrement efficaces sur le plan biologique, ce qui leur a permis d'être aussi gros. Pourtant, les scientifiques pensent que des monstres inconnus, encore plus gigantesques, se cachent toujours parmi ces rochers. Les 10 plus gros animaux du monde sont des champions de l'évolution. Des créatures passées maîtres dans l'art de chasser, nager, marcher et voler. Elles ont stupéfait les scientifiques, battu des records et colonisé tous les continents de la planète.